effectivement, il y a plein de confusion, notamment sur les chiffres, entre le 1,5 milliard, maintenant on parle de 2 milliards, voire 3, et tout. Donc peut-être que tu as des informations que nous n'avons pas. Et je voudrais qu'avec toi, on redise quand même que si la France reste seule en lice, elle le doit quand même à la méfiance du CIO par le processus ou pour le processus démocratique. Le CIO n'aime pas trop le processus démocratique. Donc si elle est seule en lice, quand même, c'est quand même parce que les élus s'étaient engagés à ce qu'il n'y ait pas de processus démocratique. Alors, vas-y. Alors j'ai pas plus d'infos que vous, hein. Moi je suis ni informé par le CIO, ni informé par l'Élysée, ni par le ministère, ni par je lis la presse. Et comme tu es un chercheur, tu cherches et tu trouves. Des fois je cherche, enfin, d'ailleurs je suis plus un chercheur qu'un trouveur, hein. On cherche beaucoup, on trouve peu. Sauf que quand on lit la presse, on trouve notamment le premier fournisseur d'informations, c'est Renaud Muselier. Renaud Muselier a été le premier à partir en campagne. L'objectif initial, et il faut l'avoir à l'esprit, c'est que les Jeux Olympiques, il les souhaitait pour la région Sud, conjointement avec les Italiens, pour 2034 ou 2038. Il allait à Lausanne, et le CEO lui a dit, ça marche pas, c'est pas 2034-2038, par contre, si vous voulez 2030, vous l'avez. Il est revenu, il en a parlé, où il a fait passer le mot avec Laurent Wauquiez, parce qu'à ce moment-là, ils ne se parlaient pas, et ils ont dit banco. Et leur formulation, c'est pas moi qui l'invente, vous le retrouvez dans la presse, on a eu une fenêtre de tir, et donc on l'a pris. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sur un projet construit pour les territoires et par les territoires, nous sommes sur une opportunité faite dans la précipitation qui fait qu'en juillet 2023, on découvre une alliance, dans l'esprit c'est plutôt intéressant, un peu du nord et un peu du sud, mais une alliance qui va perdre 5 ans de préparation au jeu, c'est-à-dire que, par rapport à tout ce qu'ils vont annoncer derrière, les délais ne peuvent pas être tenus. Et c'est là où les premiers mensonges arrivent. On n'est pas dans uniquement masquer l'information, on est vraiment dans du mensonge, parce qu'on ne peut pas, sur la question des transports par exemple, des arguments phares de Muselier, en 5 ans, à l'époque c'était 5 ans et demi, mais là maintenant on est en mois de juin, il faut qu'en décembre 2029 tout soit prêt. Le train, les lignes de train, les voies d'autoroute, décarbonées bien sûr, parce que comme ce sont des jeux qui sont annoncés comme étant durables, le miracle va se produire. J'ai écrit il n'y a pas longtemps qu'à moins d'avoir un décret gouvernemental qui faisait passer la journée à 72 heures ou 200 heures, je ne vois pas comment on arrivait à tenir les délais en années. Bien sûr, c'était une mauvaise plaisanterie, mais ça montre surtout que nous ne sommes pas sur un projet où l'aspect sportif est central. On est dans du clientélisme. Renaud Muselier reconnaît que lui, ce qu'il espère avoir, c'est le TGV entre Marseille et Nice. C'est quand même intéressant comme épreuve olympique. Hein, je n'invente rien. La Provence, 14 octobre 2023. Moi, c'est simple, je vais chercher. Et comme il est très prolixe, ce garçon, il nous a encore inventé un truc lundi. Parce que lundi, sur Sud Radio, il annonçait que l'État avait donné sa garantie. C'était signé. Mais la signature arriverait au lendemain du deuxième tour des législatives. C'est-à-dire que c'est signé, mais c'est pas signé. D'aucuns diront que comme c'est un homme du Sud, il exagère un petit peu. Un petit peu étant bien sûr à revoir au niveau de l'échelle. Mais si on est vraiment sérieux, nous sommes sur des projets qui en fait servent d'autres intérêts, des intérêts de communication. Muselier veut être réélu et être élu maire de Marseille. Laurent Wauquiez, qui vient suite à l'implosion de la dissolution, vient de se redécouvrir une volonté d'être candidat aux législatives. Puis il faut qu'il se dépêche parce que l'ISNAR va le griller pour la présidentielle chez les Républicains. Et puis on a David Lapartien qui est le président du CNOSF qui est là pour être président du CIO en 2025 parce qu'il y a un vote aussi au présidentiel. C'est-à-dire qu'on est sur des enjeux personnels qui se servent des territoires pour d'autres raisons. Et puis vous êtes bien placé, hein. Nous on est venu j'enseigne à Toulouse mais je vis à Grenoble. Et on est venu, on a pu profiter des bouchons de l'entrée de Thônes aujourd'hui. On n'est pas en période olympique. Donc, bonne nouvelle. Enfin, je sais déjà que je ne viendrai pas pour les épreuves sur le Grand Beau ou en hélicoptère. Il y a peu de chances que je sois avec les VIP. J'ai même entendu qu'on allait ressortir le projet d'ascenseur valéen entre Annecy et le Grand Bornand et la Clusaz.
Alors il y a des projets aussi qui apparaissent, qui disparaissent, on est dans du fantasme et dans du maçon. Non mais bien sûr qu'ils n'existeront pas. Il va faire celui de Beauzelle qui est à 14 km d'une gare, mais donc on est sur des éléments qui sont absolument sidérants. Les élus qui envoient des courriers en disant qu'ils n'ont pas les informations alors qu'on leur a demandé de s'engager sur un projet. Bref, c'est la première fois dans l'histoire que globalement le CIO impose une date. Ça s'est jamais vu avant. Hein. Avant, il y avait plusieurs pays qui candidataient. Là, ils ont shooté les Suisses. Ils ont shooté les Suisses et les Suédois. À mon avis, ça va laisser des traces au niveau du CIO. Mais en fait, pour moi, le premier élément fondateur, c'est le CIO qui impose une date et un calendrier à une nation qui l'accepte. En disant oui, mais oui, merci. Ça va nous donner plus de contraintes, plus de problèmes, et ça va nous enquiquiner. Et ça va nous coûter un bras, puisqu'on est déjà passé d'1,5 milliard à 2 milliards. Et forcément, les coûts après vont s'affiner. Et pour avoir vécu au début de ma carrière de chercheur l'explosion du budget de la piste de bobsleigh de La Plagne, puisque j'ai eu la chance de travailler sur l'utilisation post-olympique de La Plagne dans ma première mission de chercheur, j'ai découvert l'envers du décor. Quand on est en situation olympique, et après j'ai travaillé même sur le projet d'Annecy 2018 sur la hall olympique qui devait se mettre à Sénaux, on est dans un système qui est hors du temps et hors de la réglementation. Vous avez une loi olympique qui en fait fait exploser l'intégralité des règles de l'urbanisme, des dates de recours, donc on est hors du cadre réglementaire habituel. Mais on est aussi hors du cadre budgétaire habituel. Et on rappelle assez souvent que les Jeux Olympiques d'Albertville, ça a été un déficit pour les Jeux, ça a été un effet négatif, c'est pas moi qui le dis, c'est Vladimir Andreev, président de l'Observatoire de l'économie du sport en France. Ça a été 18 ans qu'il a fallu pour rembourser le coût d'Albertville, c'est-à-dire que les coûts induits derrière, on les oublie, et c'est humain parce que d'abord tout le monde n'a pas accès aux chiffres, on les regarde pas, on garde à l'esprit la fête, et puis c'était De Coufflet a fait un spectacle absolument merveilleux pour Albertville, puis après il y a l'Ardoise. Et l'Ardoise, elle s'étale dans le temps, il y a beaucoup de communes de Tarentaise qui ont été surendettées, et certaines ont été sous tutelle préfectorale, problème de budget, et je terminerai, avant de donner la parole à mes voisins, que ne serait-ce que sur le cas de la patinoire, bien sûr que le Grand Beau et la Clusa vont être des sujets importants, mais la patinoire, elle va être faite, une des patinoires va être faite à Nice. Pralognan, ils ont une patinoire qui, aujourd'hui, est au cœur du budget municipal. Ils ne savent pas s'ils doivent rénover la patinoire ou faire une nouvelle remontée mécanique pour préparer une activité touristique et économique à l'année. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une patinoire olympique de 92 qui est un poids énorme dans la stratégie et dans le handicap de la commune. Et on va donner une patinoire à Nice pour que Estrosi, qui a annoncé que cette patinoire ne leur rien coûté aux contribuables. Alors ça, c'est une autre innovation, mais bon, Estrosi, c'est une patinoire qui ne coûte rien d'investissement, rien en fonctionnement. C'est la comptabilité magique de la salade niçoise. Mais quand on est à un tel niveau de mensonge, je sais bien qu'en ce moment, en plus avec la proximité, malheureusement, d'élections anticipées, on voit bien qu'on va entendre tout et n'importe quoi. Mais là, sur les Jeux Olympiques, c'est aussi notre forme de record. C'est-à-dire qu'on a le record sur la décision du CIO de nous imposer la date. On a des élus qui, d'habitude, sont plutôt prompts à lever la tête en disant « mais on ne fera pas faire n'importe quoi ». Voilà, ils ont bien accepté n'importe quoi parce que ça sert une partie de leurs intérêts personnels et pas des territoires. Et moi, en tant qu'enseignant-chercheur, par rapport à ce que je vois, ça m'interroge. En tant que citoyen, ça m'interroge aussi. C'est pour ça que quand on m'a proposé de venir ce soir, j'ai dit, bah oui, bien sûr, avec plaisir, parce qu'il faut qu'on échange et qu'on essaye d'avoir des informations les plus vérifiables possibles et qu'on échange et qu'on fasse passer l'info. Alors, Eric, avant de donner le micro, juste pour être précis, le président, donc David Lapartien, président du CONSTEF, il annonce des jeux sobres, mais toi tu écrivais, je t'avais lu, que 0% des pistes seront recouvertes de neige naturelle, 0% des infrastructures décarboneront la mobilité, 0% de nouveaux ascenseurs avaliens seront réalisés, 0% d'avions seront verts, 0% de nouveaux trains seront sur les rails. Bah, bref, ces jeux sobres, on peut déjà dire aujourd'hui que c'est impossible, tu l'as dit. Ce n'est pas
réalisable en 5 ans. C'est-à-dire que si on était sur le projet 2034, on pourrait se dire que en 10 ans, on a le temps de faire les travaux. Je vais prendre un exemple tout simple, et je pense que Antoine reviendra dessus, mais sur la question des trains, aujourd'hui, il y a une telle demande sur le ferroviaire que lorsqu'on ne peut pas réserver des trams, c'est-à-dire que des rames de train. C'est-à-dire que celui qui commande des rames aujourd'hui, il va les avoir dans 7 ou 8 ans. Donc, pas parce que ça va être olympique que ça va être prioritaire chez le fournisseur. Lui, il a sa liste de commande. Donc, et puis, il y a tous les travaux qui vont avec. Et je ne parlerai pas de l'hydrogène, puisqu'on nous a vanté le train à hydrogène, et on sait que l'hydrogène, c'est plutôt mal barré si on lit un petit peu ce qui est produit. Donc, en fait, et c'est là où les mensonges s'accumulent. C'est-à-dire que ce qui va pénaliser, y compris les athlètes et la partie olympique des Jeux, c'est que on part dans tous les sens, on ne pourra pas tout faire. Et ça me fait penser à un truc là qu'on est en train de vivre aujourd'hui, pour Paris 2024, c'est la partie paralympique, qui ont l'habitude d'être traités de façon dérisoire. Le président de la République, lorsqu'il a fait le bilan pour Paris 2024, il y a moi un truc qui m'a choqué. Il a dit oui, effectivement, Paris va pas être adapté pour les personnes en situation de handicap, c'est un loupé, je le prends sur moi, c'est pas ton affaire, garçon. Ça aurait coûté 10 milliards, effectivement, on n'est pas à l'heure. Quelle honte. Et ça sera la même chose pour les JO 2030, c'est-à-dire que adapter nos vallées, nos stations pour les personnes en situation de handicap et pas uniquement les personnes à mobilité réduite, ça se fait pas en un claquement de doigts. Je rappelle que 2003, c'était la grande cause nationale, c'était le handicap. C'était avant-hier. On voit où est-ce qu'on en est arrivé. Et moi, ça, en tant que citoyen, ça me gêne. Et on va profiter de ton passage comme chercheur, là, et c'est la dernière question, avant de véritablement passer la parole à Fiona. Toi, tu travailles sur l'économie des sports d'hiver, mais pas que. Et est-ce qu'on peut dire que ces Jeux 2030, ils posent la question de la viabilité du modèle économique, et ils vont poser la question pour longtemps? Organiser les Jeux en 2030, alors ça c'est l'autre aspect, c'est-à-dire qu'on se donne les moyens de taper dans le chapeau et de repousser à plus tard la réflexion sur on fait quoi de nos stations et notre modèle économique. Parce qu'on va renforcer ce qui existe aujourd'hui, avec notamment le haut de gamme. J'ai entendu, il paraît qu'il y a un projet de résidence de tourisme au Grand Bornand, par exemple. À Briançon, ils vont faire un hôtel 4 étoiles, financé par la Banque des Territoires. J'ai fait un post la semaine dernière en demandant quel était l'intérêt de faire un hôtel 4 étoiles financé avec de l'argent public à Briançon pour une activité économique durable et à l'année. Vous avez le même problème dans les Pyrénées à la Mongie. C'est-à-dire qu'on est sur un renforcement du modèle du haut de gamme avec de l'argent public. Et en l'occurrence, la fameuse garantie de l'État, c'est aussi de l'argent public et des financements d'activités annexes pour que une partie de la population aille au ski. Mais tout le monde ne va pas dans du 4 étoiles. Et là, ça pose un autre problème démocratique, c'est qu'on va renforcer l'aspect ski haut de gamme, élitiste pour certains. Et même lorsque Laurent Wauquiez se gargarise en disant qu'il va permettre de relancer la pratique du ski pour les classes de neige, les plus anciens dans cette salle, et on est nombreux, les classes de neige dans les années 70, c'était 3 semaines dans des centres d'hébergement collectif. La dernière fois, j'ai fait remarquer dans un rapport que c'était déjà dans le rapport de 2006 de Vincent Rolland, c'est-à-dire que depuis que tout le monde dit « Ah, il faut relancer les classes de neige pour renouveler la clientèle », juste, on a laissé fermer les centres d'hébergement collectif. Les moniteurs de ski ont imposé que l'encadrement du ski pour ces classes scolaires soit fait par des moniteurs SF, ils se sont tirés de balle dans le pied, donc du coup ça coûte plus cher, et les séjours au ski c'est 1 semaine. On n'a plus d'hébergement, et en plus il faut trouver des instituts ou des profs des écoles, comme on dit maintenant, qui sont des aventuriers, et des parents qui lâchent leurs enfants. Et accessoirement, il faut qu'ils aient les moyens de payer, parce que c'est pas avec le sou des écoles qu'on va réussir à forcément payer des classes de neige. Donc on a tout un discours fallacieux, et j'ose le terme fallacieux, sur une organisation qui prend le prétexte de jeux sportifs pour faire autre chose, de la com politique, de l'aménagement du siècle dernier, de façon absolument honteuse,
Et quand on gratte, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup de trous dans la raquette. Il y a plus de trous dans la raquette que de filets.